Il s'appelait Léo, 26 ans, ancien étudiant en psychologie devenu serveur, discret, presque invisible dans la grande ville qui ne pardonne pas l'ambition sans fortune. Alors quand un homme en costume noir l'aborda un soir à la sortie du bar où il travaillait, il pensa d'abord à une blague. Mais non, l'homme était sérieux. Il lui parla d'un certain Alexandre Volney, un milliardaire du monde de la finance, propriétaire d'immeubles, d'usines, de clubs privés. Léo fut conduit dès le lendemain dans une villa surveillée par des caméras, des hommes en oreillettes, des statues en marbre. Volney l'attendait, seul, assis derrière un bureau de verre, le regard aussi froid que ses cheveux étaient bien peignés. Il ne perdit pas de temps. Il lui montra une photo, une femme d'une beauté glaciale, robe rouge, yeux verts, silhouette sculptée dans le luxe. Elle s'appelle Élise. Elle est ma femme. Je veux que tu la séduises. Léo cligna des yeux. Le milliardaire expliqua, calmement, il soupçonnait Élise d'être infidèle, ou pire, de jouer un double jeu. Il voulait la tester. Et pour cela, il lui fallait quelqu'un comme Léo, jeune, séduisant, sans attache. En échange, il lui offrait 100 000 euros, logé, nourri, protégé. La mission était simple, approcher Élise, la séduire, voir jusqu'où elle irait, puis disparaître. Léo, d'abord choqué, finit par accepter. Il avait besoin d'argent. Il n'avait rien à perdre. Et il se dit que ce genre de jeu était fréquent chez les riches désœuvrés. Il se fit donc engager comme coach personnel dans la résidence secondaire des Volney, sur la Côte d'Azur. Il rencontra Élise dès le premier jour. Elle était plus belle encore en vrai, mais aussi plus distante, comme si elle portait un masque de porcelaine. Elle lui parla peu, le regarda à peine. Mais au fil des jours, Léo joua son rôle. Il fit preuve d'attention, d'humour, de délicatesse. Il ne précipita rien. Il attendit qu'elle commence à lui poser des questions. Et un matin, sur la terrasse, alors qu'il prenait un café face à la mer, elle lui dit « Vous êtes différent ». Ce furent les premiers mots d'une complicité dangereuse. Car ce que Volney n'avait pas prévu, c'était la solitude d'Élise. Elle vivait dans une cage dorée, ignorée par son mari, entourée de domestiques qui lui obéissaient mais ne l'écoutaient jamais. Léo fut une brèche dans son ennui. Ils commencèrent à se voir après les séances, à se confier, à rire. Puis vinrent les promenades en voiture, les dîners improvisés, les silences complices. Jusqu'à cette nuit où, au bord de la piscine, Élise posa ses lèvres sur celles de Léo. Il aurait dû fuir. Au lieu de ça, il répondit au baiser, et dans son ventre, il sut qu'il n'était plus en mission. Il était tombé. Les jours suivants furent flous, brûlants, clandestins. Il faisait l'amour dans les pièces inoccupées de la villa, se retrouvait dans les douches, les caves, les voitures. Mais Volney observait. Il savait. Léo trouva un jour une enveloppe sur son lit, contenant une clé USB. Dessus, des vidéos de lui et Élise, filmées en secret. Avec un mot, très convaincant. Maintenant, dégage. Léo comprit qu'il n'avait jamais eu le contrôle. Il tenta de parler à Élise, mais elle pleurait déjà, sachant que son mari savait. Et Volney, loin de se contenter de rompre, devint cruel. Il ordonna à ses hommes de faire disparaître Léo. Ce dernier échappa de justesse à une tentative d'accident de voiture. Puis on tenta de l'empoisonner. Il vivait désormais dans la peur, changeait d'hôtel chaque nuit. Il appela Élise en cachette. Elle aussi était surveillée. Mais elle réussit à fuir une nuit, à le rejoindre dans un vieux motel près de la frontière italienne. Ils restèrent cachés 3 jours, à vivre comme 2 fugitifs amoureux, sans luxe, sans miroir, mais libres. Et ils firent un plan. Utiliser les preuves contre Volney, les vidéos, les contrats illégaux qu'Élise avait subtilisés, les enregistrements où il avouait avoir commandité des délits. Léo contacta un ancien journaliste d'investigation. Ensemble, ils préparèrent une publication explosive. Mais Volney frappa plus vite. Un matin, le journaliste fut retrouvé mort dans un faux accident de scooter. Léo comprit qu'il devait quitter le pays. Il prit de faux papiers. Élise se coupa les cheveux. Ils devinrent Julia et Marc. Ils passèrent par Menton, puis Gênes, puis Naples. Mais à chaque étape, des hommes semblaient les suivre. Jusqu'à cette nuit, sur un ferry vers la Grèce, où un homme les visa dans le dos avec une arme silencieuse. Léo réagit par pur instinct. Il poussa Élise à terre et se jeta sur l'agresseur. Ils tombèrent tous deux, l'homme perdit son arme. Léo le frappa jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Ils le jetèrent par-dessus bord. Et la mère garda le secret. Ce soir-là, sur le pont, Élise regarda Léo dans les yeux et dit « Il ne nous lâchera jamais ». Mais Léo répondit « Alors on ne s'arrêtera jamais ». Ils arrivèrent à Patra, puis prirent un bus vers un village perdu dans les montagnes. Là, ils vécurent sous de nouveaux noms, avec de nouveaux papiers. Ils achetèrent une maison avec l'argent liquide qu'Élise avait volé.
Les mois passèrent. Le monde semblait les avoir oubliés. Mais parfois, au marché, un homme regardait un peu trop longtemps. Ou un drone passait dans le ciel. Et il se souvenait que l'amour n'avait pas sauvé leur vie. Il l'avait rendue plus intense, plus précieuse, et plus menacée. Jusqu'au jour où Léo trouva une lettre glissée sous leur porte. Une seule phrase. Je t'avais engagé pour la séduire. Pas pour l'aimer. Ils s'enfuirent encore. Car l'amour, parfois, ce n'est pas un refuge. C'est un crime. Ils prirent la lettre et brûlèrent tout ce qu'ils possédaient qui contenait un nom, un passé, une trace. Passeport, papier, photos, vêtements. Ils repartirent avec un sac chacun, à pied, en pleine nuit, traversant les champs, les bois, les routes désertes, avec pour seule boussole la peur et l'amour. Ils finirent par atteindre la Turquie, aidés par un passeur qu'Élise paya en or. Là-bas, ils vécurent à Istanbul sous une nouvelle identité, se fondant dans la foule, vendant de petits bijoux, dormant dans des pensions miteuses. Mais la paranoïa les rongeait. Chaque regard devenait une menace, chaque bruit de moteur dans la rue, une alerte. Un soir, Léo sentit qu'on les observait dans un café. Il entraîna Élise dans une ruelle, et ils changèrent d'hôtel une nouvelle fois. Elle voulait fuir jusqu'en Inde, ou au Népal. Mais Léo avait une autre idée, affronter Volney. Pas physiquement, mais légalement. Il contacta une journaliste française, Laura Menet, qu'il avait connue à l'université. Il lui envoya une lettre codée, avec les vidéos, les preuves, les confessions d'Élise enregistrées. Laura, d'abord sceptique, accepta de les aider. Depuis la France, elle publia un dossier explosif dans un média indépendant, Le milliardaire et sa chasse privée ou les confessions d'un amour traqué. L'article fit le tour des réseaux. Volney démentit, mais la justice française, sous pression médiatique, ouvrit une enquête. Cela ne le fit pas tomber. Mais cela le força à se montrer, à se justifier. Cela ralentit sa traque. Et pendant ce répit, Léo et Élise purent respirer. Ils s'installèrent dans un petit village sur la côte ionienne, dans une maison abandonnée. Ils cultivèrent leur jardin, achetèrent des poules, vécurent simplement. Mais l'ombre ne les quittait jamais. Un jour, Élise revint du marché avec les yeux vides. Elle avait vu, au loin, un homme avec une oreillette. Volney? Non. Mais un de ces hommes, peut-être. Léo fit alors ce qu'il n'avait jamais osé faire, il se filma. Il parla face caméra, d'une voix calme. Mon nom est Léo Brossard. J'ai été engagé pour séduire Élise Volney. Je l'ai fait. Mais ce n'est pas une confession. C'est une déclaration d'amour. Elle m'a sauvé. Pas l'inverse. Il parla pendant 20 minutes. Puis envoya la vidéo à Laura, avec un mot. Si je meurs, publie ça. Quelques semaines passèrent. Rien ne se produisit. Mais ils savaient. Alors ils vécurent comme on vit en sursis, chaque matin comme un miracle, chaque nuit comme un conte à rebours. Et pourtant, ils ne fuyaient plus. Ils s'aimaient en regardant la mer, en plantant des tomates, en s'endormant l'un contre l'autre. Jusqu'au jour où, en rentrant de la plage, ils trouvèrent la porte de leur maison entr'ouverte. Léo entra en premier. Silence. Il trouva le salon vide, les rideaux agités par le vent. Mais sur la table, une seule chose, un téléphone, inconnu, posé sur une nappe blanche. Il hésita, puis décrocha. Une voix qu'il ne connaissait pas murmura. C'est fini. Il est mort. Silence. Puis la tonalité. Volney? Mort? Assassiné? Suicide? Accident? Personne ne sut. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis 2 ans, Élise et Léo dormirent sans cauchemar. Ils savaient que le passé ne disparaît jamais. Mais parfois, les monstres s'effondrent tout seuls. Et l'amour reste.